Quand on revient d'un long séjour au Tibet, il ne s'agit pas de déplorer le retour, parce que dans ce cas-là, une vie de voyageur serait une vie qui oscillerait de moments d'enchantement en moments de déception. Dans les yaks, ils nous ont vus, c'est certain. J'étais allé bien des fois dans ces territoires de l'Himalaya, du Tibet, de l'Asie centrale, et je croyais qu'elle avait disparu. Je savais que c'était un être mythologique, les Tibétains l'appellent le fantôme de la montagne, et pour moi il était absolument inconcevable qu'un jour je la rencontrerais. Elle vivait en mon cœur et dans mon esprit, comme vivent les mythes. Donc la panthère, je ne pensais pas la voir. Georges Chaleur l'avait photographiée pour la première fois en 1970, en accrochant, c'était les techniques de l'époque, c'est un peu barbare, une chèvre vivante, voilà. Il avait filmé cette panthère. Et moi, je ne pensais pas, j'avais eu écho d'amis un petit peu qui avaient passé 10 ans en Mongolie, ils l'avaient photographiée à peine. Tous ces voyages sans la voir étaient tout aussi fascinants que après ceux où j'étais sûr de la voir. J'avais fait des voyages auparavant, donc 5 voyages entre 2011 et 2017 pour faire du repérage en quelque sorte. Et c'est au bout du 4e voyage donc, que j'ai pu voir ma première panthère. Et avec Sylvain, évidemment, rien n'était sûr. Et nous avons eu la chance, l'immense chance de trouver la panthère à la toute fin du séjour. C'était en 2018, en février, en plein hiver. Quand on mène ces voyages-là, on sort des préoccupations statistiques, de comptabilité, d'administrateur, des calendriers. L'affût est une technique de chasse photographique, et de chasse tout court d'ailleurs, qui consiste à disparaître dans un environnement géographique, à se fondre, à se camoufler et à patienter en laissant le monde venir à soi. Il est évident que les endroits où on décide de mener l'affût ne sont pas le fruit du hasard. Il faut préalablement une connaissance du territoire qui permet de lire, comme on lit un livre, de lire un paysage pour détecter les endroits où les animaux que l'on cherche sont susceptibles de passer. C'est tout à fait passionnant parce que c'est plein de surprises. Et c'est important, ça nous permet, je crois, d'aller à l'inverse un peu de cette frénésie dans notre monde actuel, de ralentir et d'observer, d'enlever nos œillères et de prendre le temps de regarder la beauté qui est là, accessible. On plaçait des micros de manière un peu stratégique en fonction des échos, en fonction des passages des bêtes. On avait une batterie qui pouvait nous permettre de laisser les micros pendant une journée, une nuit, à peu près 24 heures. Donc, et après on rechargeait cette batterie et ainsi de suite. Donc on laissait, on enregistrait pendant 24 heures. C'est son nature, avec nos échanges, Sylvain et moi, avec la musique de Warren Ellis et Nick Cave qui amène aussi une force supplémentaire. Donc trouver ce juste équilibre entre tout ça et la poésie des images, c'était un peu le défi. Quand on revient d'un long séjour au Tibet, il ne s'agit pas de déplorer le retour. Parce que dans ce cas-là, une vie de voyageur serait une vie qui oscillerait de moments d'enchantement en moments de déception. Mais au contraire, on revient chez soi enrichi d'une manière de regarder le monde, de considérer le vivant. On revient rehaussé. Ça s'appelle se métamorphoser dans la vie. On grandit, on évolue. Ces voyages, ça reste en effet une envie de plus de sauvage. C'est sûr que j'aime bien, comme je le dis souvent, quand tous les animaux sont bien à leur place. Et ça, c'est vraiment souvent dans les endroits où la présence de l'homme est minime.
donc au Tibet, en Arctique, en Antarctique. Ces contrastes sont parfois un peu difficiles, un peu violents. Après, j'ai la chance d'habiter quand même dans une ferme et en étant toujours en contact avec des animaux sauvages. Donc ça se passe relativement bien.